Bonjour Bertrand Monet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur France Info ce matin. Vous avez fait beaucoup de recherches sur les trafics de drogue internationaux, jusqu'à carrément infiltrer des cartels mexicains. On va y revenir. Mais d'abord, les députés examinent en ce moment le texte contre le narcotrafic, le trafic de drogue qui atteint des records dans notre pays. Écoutez le patron de l'OFAS, l'Office anti-stup, Dimitri Zoulas, invité de France Info la semaine dernière. Nous vivons un moment historique du point de vue de ce qu'on appelle l'état de la menace. Il est au plus haut, il n'a jamais été aussi élevé et c'est dû à des phénomènes en amont de la France, une augmentation de la production de drogue et l'accélération de leur circulation en Europe et sur le territoire national. La loi qui doit être entérinée cette semaine par les parlementaires vise à créer, à créer un parquet national anticriminalité organisée. Qu'est-ce que ça va changer ? Je pense que ça peut permettre d'avoir des moyens dédiés à la lutte contre ce type de criminalité. C'est nécessaire parce qu'effectivement, c'est une forme de commerce illicite qui est assez spécifique, qui est bien connue depuis très longtemps. Mais ça demande quand même des ressources supplémentaires parce que, comme le disait le patron de l'OFAS, effectivement, on voit qu'il y a de plus en plus de quantités qui arrivent, notamment en France, pas seulement en France d'ailleurs. Et donc voilà, ça va permettre d'une part d'avoir des ressources dédiées, notamment judiciaires. Et puis aussi, ça peut permettre d'avoir des ressources spécialisées. Parce que quand on parle de lutte contre le trafic, il y a aussi toute la dimension financière. Oui. Et il faut que les magistrats, notamment qui instruisent ces affaires-là, aient ces capacités-là. Qu'est-ce qui n'est pas possible aujourd'hui, qui va être rendu possible du fait de la création de ce parquet spécialisé ? Alors c'est, je pense, cette allocation de ressources spécialisées et encore une fois, de ressources très spécifiques au sein du parquet, parce que ces réseaux-là sont quand même tout à fait structurés. Ça demande une compréhension de l'amont et ça demande aussi une compréhension technique. Il s'agit à la fois des réseaux eux-mêmes, parce que le trafic, c'est 5 phases finalement. C'est la production, c'est le transport, c'est la vente, c'est la consommation et c'est le blanchiment. Et sur cette partie blanchiment d'argent, il y a une vraie technicité, avec l'apparition aussi d'outils, de l'utilisation d'outils, notamment de crypto-monnaies, qui font que les ressources qui sont dédiées à la lutte, elles doivent aussi être renforcées et à la fois spécialisées. On va avoir l'occasion de revenir sur le travail, sur la manière dont travaillent ces multinationales du crime. D'abord, toujours sur cette loi, il y a un sujet sur les moyens d'enquête, parce qu'il n'y a pas de majorité pour, par exemple, obliger les plateformes à donner accès aux messages cryptés des trafiquants. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent continuer à communiquer tranquillement ? Alors de fait, oui. Et effectivement, ils utilisent beaucoup les messageries cryptées. Alors après, moi, je suis pas du tout un trafiquant, mais effectivement, pour mes recherches et ce que je fais avec Le Monde et mes recherches à l'EDEC, je travaille au contact de ces acteurs-là. Et quand parfois je dois échanger avec eux, c'est jamais sur une seule messagerie. Donc même déchiffrer, par exemple, l'accès à WhatsApp ou à Telegram, ça ne serait pas suffisant parce que la façon dont ils communiquent généralement, c'est un premier message envoyé d'un téléphone sur WhatsApp, une réponse envoyée d'un autre téléphone sur Telegram, une autre réponse envoyée sur Signal. Ils brouillent les pistes, en fait. Oui, tout à fait. Donc, les enquêteurs, je pense, le savent mieux que moi. Évidemment que ce serait un outil pour détecter et comprendre les conversations de ces gens-là. Mais c'est pas suffisant. Et de toute façon, c'est des gens qui s'adaptent très très vite et qui, en plus de cela, parlent très peu. Le trafic de drogue, avant effectivement de pouvoir, une fois qu'on a enquêté, il faut avoir aussi des témoignages, des personnes qui confirment ce qu'on découvre via, par exemple, les messageries cryptées si on y a accès. Il y a l'idée du statut de repenti qui existe déjà en Italie, qui aide aux enquêtes. C'est une bonne piste, ça, pour la France. Alors, moi, encore une fois, je travaille plutôt au contact des narcotrafiquants et effectivement, ça leur fait peur. Je ne parle pas des narcotrafiquants français, mais je vois ce qui se passe à l'étranger. Oui. La crainte essentielle de ces organisations, qu'on observe assez peu en France quand même, des organisations très étanches, qu'on peut appeler des mafias, le risque essentiel pour eux, c'est la trahison interne. Voilà. Et donc, effectivement, avoir quelqu'un qui est tenté de trahir parce qu'il a une forme de garantie à vie d'une impunité, oui, effectivement, ça leur fait peur. Je travaille sur des clans de la Camorra, notamment, une mafia italienne, et effectivement, ça leur fait mal. Mais attention, le statut de repenti, à mon avis, il ne sera efficace que s'il est très élargi. Parce que pour passer du temps avec ces gens, ils n'ont pas du tout des vies comme on peut l'observer dans Netflix, les narcos. C'est des gens qui vivent
Voilà, de façon, ils sont dans un stress permanent. Certes, ils claquent un peu d'argent, mais enfin, généralement, en fait, ils se consacrent à leur famille, finalement. Et ils se sacrifient un peu. Hein. J'ai aucune admiration pour ça, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et donc, ne pas protéger leur famille, si le statut de repenti ne s'étend pas à la protection très élargie, attention, hein, c'est des familles, c'est des dizaines de personnes parfois, je doute que cela tente beaucoup de narcotrafiquants d'accepter ce statut. C'est-à-dire que si vraiment on veut protéger, on veut utiliser ce statut de repenti, il va falloir être capable de l'élargir à beaucoup de gens autour du narcotrafiquant concerné, et il va falloir que la solidité de ce statut soit réelle, parce qu'il y a un cas récent qui a montré que finalement, la protection du repenti en France, en tout cas, il y avait encore des efforts à faire. Oui, il y a encore eu notamment des problèmes techniques avec l'apparition d'un visage au cours d'un procès. Il faut parler d'un autre projet de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, qui est de regrouper les 100 plus gros narcotrafiquants du pays dans 2 prisons d'ici l'été. C'est une bonne idée, une fausse bonne idée, disent certains. Alors encore une fois, vu du côté des narcotrafiquants, effectivement, ça peut gêner leurs affaires parce que beaucoup de ces business, si vous me passez l'expression, effectivement, sont conduits, sont gérés depuis les prisons. C'est-à-dire que jusque-là, on le voit... Le trafic continue en prison. Tout à fait. On voit que c'est documenté. On voit qu'il y a des gros bonnets, entre guillemets, qui continuent à trafiquer depuis leur prison, y compris à ordonner des exécutions. Ça a été montré par le passé. Donc effectivement, étanchéifier ces prisons, ça peut poser problème. Mais je pense que ceux qui, parmi les narcotrafiquants, sont dans le plus haut du spectre, ont une emprise telle sur leur territoire que même coupés de ces territoires, je pense que certains d'entre eux garderont une influence. Alors effectivement, il y aura sans doute plus ou moins de liens avec les territoires et les zones qu'ils contrôlent et sur lesquelles ils trafiquent, mais il y aura une forme, je pense, de rémanence finalement de l'influence de ces gros bonnets là où ils travaillent. Une interrogation quand même sur le fait de tous les réunir au même endroit. Alors ils peuvent être des rivaux, mais aussi des partenaires dans le business, non ? Oui, alors apparemment, il est prévu qu'il y ait très très peu de contacts entre les détenus. Tous isolés. Nous verrons. Mais oui, je pense que effectivement, c'est une mesure qui est de nature à les gêner. Ce ne sera absolument pas la résolution du sujet à 100%, parce que n'oublions pas que en fait, tous les gens qui font ces trafics, ils le font motivés par l'argent. Et donc, les principaux chefs étant arrêtés, immédiatement, ce business-là sera repris par d'autres, et donc on risque de devoir incarcérer non pas 100 ou 200 personnes, mais très vite 1000 ou 2000. Allons-y sur le trafic, l'ampleur du trafic dont Dimitri Zoulas disait qu'on arrivait à un record. Il nous disait qu'il y avait par exemple des vols Cayenne-Paris sur lesquels la moitié, voire plus, des passagers étaient des mules. Ça nous semble incroyable, mais pour vous, ça ne vous choque pas ? Non, parce que, en fait, le fait que la France, comme d'autres pays européens, je pense notamment à la Belgique, aux Pays-Bas, à l'Espagne, au Portugal, il y a une vraie vague blanche, pour ne parler que de la cocaïne, qui s'explique, pour le comprendre, je pense qu'il faut aller en Colombie. Moi, j'en rentre, j'y retourne, là, et on voit, je travaille depuis plusieurs années là-bas, et je vois l'évolution. La production de cocaïne explose. La Colombie est le principal producteur de cocaïne, avec la Bolivie et le Pérou dans une bien moindre mesure. La Colombie, c'est 2700 tonnes l'année dernière de cocaïne qui ont été produites. C'est entre plus 30 et plus 20% selon les années. Ça explose parce que le gouvernement colombien, voilà plusieurs années, a décidé de ne plus faire la guerre aux guérillas, aux mouvements armés locaux, et ces mouvements armés locaux contrôlent des zones extensives, c'est l'équivalent de plusieurs départements français, sur lesquels ils font produire de la coca, la feuille qui permet de faire la cocaïne, par des cocaleros, des paysans, et ils collaborent avec des narcotrafiquants, non seulement colombiens, mais aussi mexicains, albanais, russes, européens, de plus en plus. Donc c'est un trafic mondial. C'est un trafic mondial, et l'offre de produits explose. Donc tout s'explique par ça. Et puis le marché principal qui était jusque-là l'Amérique du Nord commence à être saturé. Donc tous les narcotrafiquants colombiens et mexicains aujourd'hui n'ont qu'un mot à la bouche, Europe. Et quand ils détaillent, c'est Belgique, France, Espagne. Parce que c'est le marché de relais absolu pour eux. Il faut écouler ces marchandises. Le marché américain, encore une fois, est saturé. On va aller en Europe et c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qui explique qu'ils utilisent tous les moyens, notamment les vols commerciaux, mais aussi beaucoup le transport maritime et le transport terrestre également, une fois que c'est arrivé par la mer. Donc voilà, c'est ce qui explique cette vague de coke qui arrive en Europe. Vous nous parlez là d'un business tout à l'heure. Vous sembliez rechigner à utiliser ce mot, mais en fait, c'est le travail de multinationales classique que vous nous décrivez là.
Ah oui, malheureusement, ça répond bien. Bon, moi, je suis professeur à l'EDEC, donc j'ai une approche microéconomique du sujet. Évidemment, sans considérer ces entreprises comme des entreprises comparables à une entreprise légale, ça va de soi, parce qu'elles utilisent la violence et qu'elles vendent de l'interdit, c'est évident. Mais oui, c'est un business qui est tristement structuré comme un business légal, avec ce qu'on appelle une supply chain, une chaîne logistique, une consolidation financière. C'est effectivement un business, mais dont la rentabilité n'a aucune comparaison possible avec l'économie légale. C'est-à-dire ? Le trafic de cocaïne, selon les routes, dégage des marges qui varient entre 3 000 et 6 000%. Aucun produit dans l'économie légale ne dégage des marges comme ça. Et donc, ça explique qu'il y aura toujours des trafiquants pour se lancer dans ce business et qu'on peut incarcérer autant de gens que l'on veut. Cette marge, elle rémunère qui en majorité ? Alors, ça dépend des chaînes. C'est-à-dire qu'il y a des organisations qui sont capables de maîtriser toute la chaîne, de la production jusqu'à la vente. Elles sont assez rares. C'est ce qu'on appelle des cartels. Mais en revanche, il y a beaucoup de trafics qui sont opérés en agrégeant l'action de plusieurs organisations. Ça peut être quelques 5 ou 6 groupes, des groupes colombiens, des groupes mexicains, des groupes européens, et parfois quelques dizaines pour aller jusqu'en Russie, pour aller jusqu'en Ukraine. Et les mules dont on parlait, là, qu'on trouve parfois sur des vols Cayenne-Paris, la moitié des passagers, nous disait Dimitri Zoulas la semaine dernière, le patron de l'OFAS. Elle touche combien ? Ah, c'est rien du tout, ça peut être parfois quelques centaines d'euros. C'est des gens qui sont désespérés, qui font ça, qui prennent des risques énormes, parce que ingérer un préservatif plein de cocaïne, ça peut être très très dangereux si malheureusement la membrane du préservatif explose. Donc c'est des gens qui prennent tous les risques pour ça. Eux, c'est les petites mains du trafic, c'est ceux qui sont le moins rémunérés et qui prennent le plus de risques. Derrière, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus, et là on parle de millions. En parlant de la production, 2700 tonnes, c'est ce que vous disiez en Colombie, c'est ce qu'on produit en termes de cocaïne. En 2024, en France, 53 tonnes ont été saisies par l'OFAST, 21 par les douanes. C'est une goutte d'eau en fait. Oui, je pense que c'est pas grand-chose au vu du volume du trafic. Et dans tous les cas, alors les saisies, ça gêne les trafiquants, bien sûr, parce que c'est une perte. Mais quand on revient aux marges que ces trafics dégagent, finalement, c'est pas très 6 000%. grave. Voilà, c'est pas très grave, et c'est déjà intégré dans leur modèle économique. Ils savent qu'ils vont perdre un peu. Oui, voilà, mais évidemment que ça les dérange. Mais encore une fois, au vu de la rentabilité du trafic, c'est pas un problème économique pour eux. Mais on arrive à quantifier le marché français, parce que là, on voit donc les 53 tonnes saisies l'an dernier. Non, je pense qu'on peut faire des projections, évidemment, mais par essence, c'est un chiffre noir, fondamentalement. En revanche, ce qu'on voit, c'est que ce marché se développe, et ça, c'est tout à fait documenté. On voit que désormais, 8 villes sur 10, selon le rapport de la Cour des comptes, sont concernées par le trafic. On voit que dans des zones qui ne sont pas de grands centres urbains, les saisies de cocaïne explosent, c'est x10 en un an. Donc ce marché s'étend à des consommateurs qui jusque-là ne prenaient pas de cocaïne. C'est plus seulement une drogue festive, une drogue showbiz, etc. C'est une drogue de jour, c'est une drogue du travail pour plein de gens. Et une drogue dont la teneur, d'ailleurs, augmente. C'est plus seulement, c'est plus des dosages à 60-65% comme il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est plus proche de 70%. Pour développer l'addiction. Plus concentré et toujours moins cher. Voilà, exactement. Et avec une toxicité beaucoup plus forte selon les médecins addictologues. Bertrand Monnet, vous êtes avec nous. C'est passionnant jusqu'à 9h pour évoquer les trafics de drogue, l'économie du crime aussi, dont vous êtes un expert. Mais on va laisser passer le fil info. Il est 8h46. Marine Klett. 10 jours après le retour des enquêteurs au Haut-Vernay, la saisie d'une jardinière, on apprend ce matin que 4 personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur la mort du petit Émile en 2023. Il s'agit de membres de la famille du jeune garçon, dont ses grands-parents. Le procureur évoque des vérifications et des confrontations face aux éléments recueillis lors des investigations. La crainte d'affrontements en représailles aujourd'hui dans l'Essonne, après la mort hier d'un adolescent de 17 ans poignardé lors d'une rixe entre bandes rivales. Des renforts de police sont sur place depuis hier soir. 6 mineurs ont également été interpellés. C'est une augmentation inédite, 32% de jeunes adolescents de plus que prévu en consultation de psychiatrie l'année dernière. La Fédération hospitalière de France précise que les prises en charge relatives à la consommation d'alcool sont aussi en augmentation. L'armée israélienne frappe à nouveau la Syrie et 2 bases militaires. L'État hébreu qui maintient aussi la pression sur la bande de Gaza. Hier soir, il a appelé les habitants du nord de l'enclave à évacuer. Et puis son entraîneur de Toulouse espère le retrouver dès la tournée d'automne. Début novembre, Antoine Dupont s'est fait opérer hier après sa grave blessure au genou. Le rugbyman devrait être remis sur pied d'ici 6 à 9 mois. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia.
Toujours avec Bertrand Monnet, professeur à l'EDEC et spécialiste de l'économie du crime. Un rapport sénatorial et plusieurs personnalités politiques parlent de mexicanisation de la France en parlant du trafic de drogue. Vous qui avez infiltré justement les cartels au Mexique, on approche de cette réalité en France ou alors c'est surévalué ? Je pense que le terme est clairement exagéré. On ne peut pas parler de mexicanisation. Si vraiment on renvoie à la réalité criminelle du Mexique, heureusement en France on en est encore très loin. Quand on parle de cartels, c'est des organisations qui comptent des dizaines de milliers de membres, même ce qu'on appelle la DZ Mafia, on n'en est pas là. À Marseille, oui. Voilà. Ensuite, quand on parle de cartels, comme quand on parle de mafia en général, il faut aussi parler d'infiltration de l'économie légale. Un cartel, c'est une entité criminelle qui possède, qui est au capital de centaines d'entreprises dans le monde qui vont lui servir à blanchir. On en est encore très loin en France. Et puis dernier point, en matière de violence, bien entendu, et c'est tout à fait regrettable. Voilà, il y a des dizaines d'assassinats en France qui sont liés au trafic, avec beaucoup de victimes collatérales. Mais au Mexique, c'est pas des dizaines, c'est des milliers chaque année. Donc on en est encore très loin, même si, encore une fois, je pense que ce terme est certes exagéré, mais il a en tout cas une utilité, c'est de sonner le réveil. C'est-à-dire que l'État français s'est réveillé, on l'a vu avec la commission sénatoriale Durin, qui est à l'origine de ce projet de loi, qui a fait un travail extraordinaire. L'État de droit en France, il est là. Et encore une fois, il y a ce réveil démocratique, parlementaire. On voit bien que la loi est débattue, il y a eu un vote à l'unanimité au Sénat. Donc c'est quand même un signal très très fort du fait que l'État, encore une fois, essaie de se doter des moyens adéquats, mais on est encore très loin de... Vous dites l'État réagit, mais hier, Jordan Bardella du Rassemblement National, il disait que la France était devenue un narco-État. Non, c'est totalement exagéré. On peut évidemment pas dire que la France est un narco-État. Un narco-État, c'est un État dans lequel l'appareil d'État, pas seulement des politiques corrompus, travaille au profit d'une organisation mafieuse. On n'en est évidemment pas là. C'est pas ça. Même s'il y a un problème de l'économie, de la narco-économie en France, c'est évident. Mais on peut absolument pas dire que l'État soit totalement infiltré par des narco-organisations. C'est très, très exagéré. Depuis l'arrestation en Roumanie de Mohamed Amra, il y a eu 4 vagues d'interpellations. La dernière hier, 24 gardes à vue. Au total, ce sont plusieurs dizaines d'interpellations pour des complicités présumées à des degrés divers. Des dizaines de personnes, ça dit quand même quelque chose de l'étendue de ce réseau. Pour continuer à parler de l'échelle, sans parler de cartel, en tout cas, c'est un réseau forcément très étendu. Organisé. Oui, bien entendu. Encore une fois, les narco-organisations françaises, si elles n'ont pas atteint, et c'est heureux, l'échelle de ce qu'on observe en Colombie, au Mexique ou en Italie, elles sont existantes. On ne peut pas mener ces trafics-là sans avoir une structure et sans avoir une empreinte assez large. Alors là, on le voit avec cette vague d'arrestations, mais il y a bien d'autres groupes qui sont structurés de la même façon, dont on ne parle pas parce qu'ils sont discrets. Mais oui, bien entendu. En fait, toutes ces organisations, elles doivent reposer sur des structures humaines qui intègrent à la fois des gens qui sont en charge du business, des complicité, des gens qui vont, comme vous le disiez, être aussi en charge d'un volet très très important qui est la corruption de certaines parties prenantes clés, notamment dans les ports pour faire entrer la drogue, parfois quelques élus, parfois des agents pénitentiaires, parfois des gens qui travaillent dans des institutions judiciaires. Il y a eu des cas de greffiers, etc. Encore une fois, on n'est pas au stade sud-américain, mais oui, bien sûr qu'il y a de la corruption. Il y a une organisation de base. Là, dans le cas de Mohamed Amra, il y a un rappeur qui fait partie des complices présumés, Kobalade. C'est un ancien codétenu de Mohamed Amra. Ces connexions, elles sont fréquentes entre le milieu du rap et le trafic de drogue ? Alors, fréquente, non. Effectivement, il y a eu, et là, ça le prouve encore, il y a quelques rappeurs qui, effectivement, sont liés à des narcotrafiquants. En l'occurrence, là, le lien, il a eu lieu en prison. Oui. Mais je pense qu'on ne peut pas dire que le rap est fondamentalement lié au narcotrafic, même si il faut reconnaître que pour certains groupes, et c'est une minorité... Jouent, dans leurs clips, dans leurs clips, on voit la mise en scène de la violence, etc. Mais là aussi, je pense qu'il s'agit plus pour cette minorité de groupes qui affichent cette violence et qui la romance, entre guillemets, d'essayer de singer ce qui a pu se faire dans les années 2000 aux États-Unis, avec là des liens beaucoup plus profonds entre certains gangs et certains rappeurs. Mais je pense qu'on ne peut pas étendre la comparaison en France, même si effectivement il y a des cas. Oui. Pardon, mais il y a une part de marketing quand vous dites les figures du spectacle qui se mettent en scène. Oui, alors certaines organisations essaient de travailler leur image. Effectivement, on peut parler de marketing. Je pense que ce ne sont pas les plus dangereuses. Les organisations les plus dangereuses, pour être efficaces économiquement, elles doivent passer sous le niveau radar et elles essaient de ne même pas exister. Pour rencontrer, encore une fois, ces organisations, je pense notamment à des clans de la Camorra, ils refusent qu'on appelle cette mafia Camorra. Pour eux, c'est un terme de civil, comme ils disent. Eux ne se nomment même pas, donc on est loin du marketing. Et si vraiment on doit trouver un mot, moi pour mes recherches, il faut bien que j'ai un nom.
Et ils me disent, si tu veux trouver un nom, tu dis il système, le système. Ça veut dire qu'en fait, c'est no name. Voilà, il y a même pas de nom. Ouais, le plus discret possible. Voilà, parce que ceux-là sont très efficaces. Et là aussi, alors, je dis pas que certains ne se mettent pas en scène, mais généralement, les plus gros narcos que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'est des gens, vous les croisez dans la rue, vous pouvez même pas deviner que ce sont des gens qui brassent non pas des millions, mais des milliards de dollars. Ils ont des vies tout à fait banales. Encore une fois, ils disent, c'est pas la réalité, mais ils disent travailler, se sacrifier pour les autres, notamment pour leur famille. Il y a toute une mythologie comme ça. Et donc, eux ont une apparence la plus banale possible. Il y a un mot que vous prononcez depuis tout à l'heure. Vous avez dit que c'était l'un des points importants, le dernier maillon des 5 étapes dont vous parliez, c'est le blanchiment. On a souvent du mal à se représenter ce que c'est que le blanchiment, savoir comment ça marche. Et il se trouve que cette semaine, il y a une actualité dont on parle aujourd'hui sur France Info. C'est l'histoire du Stéphania, qui est un yacht à la James Bond, hyper luxueux, qui est vendu aux enchères après-demain. L'ancien propriétaire est un Biélorusse qui est soupçonné, selon une source proche de l'enquête, d'avoir fait fortune dans le trafic de stupéfiants et d'armes. Et la justice s'appuie sur une disposition du droit, la présomption de blanchiment, ce qui permet de vendre ce bateau. Ça, c'est une arme efficace contre les trafiquants dans cette dernière étape. Oui, parce que n'oublions pas qu'ils font tout ça pour l'argent. Et ça leur fait mal. Effectivement, dès qu'on touche en fait au bénéfice de leur crime, effectivement, ça leur fait mal. Là, on est vraiment dans la dernière étape du blanchiment, c'est-à-dire l'investissement de l'argent blanchi pour acheter des parts dans une entreprise ou un yacht, peu importe. Donc effectivement, ça leur fait mal. Mais on peut, je pense, être efficace dans des phases amont quand on parle de blanchiment d'argent. Parce qu'avant de pouvoir acheter un yacht avec de l'argent, il faut transformer du cash qui sent très très fort la drogue en argent placé sur des comptes en banque qui vont permettre d'acheter ce yacht. Et là, il y a beaucoup d'étapes et c'est, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là où il faut absolument que des magistrats spécialisés travaillent sur ce sujet, parce qu'évidemment, les blanchisseurs utilisent des techniques sophistiquées qui sont parfaitement connues, des gens qui... Quoi, par exemple, précisément? Alors, on va transformer du cash, ils vont transformer du cash, d'abord en l'injectant dans la trésorerie de commerce, qui sont légitimes à utiliser du cash. On mélange le cash de la drogue avec le cash fait par le restaurant, etc. Donc concrètement, le consommateur paye sa drogue, le trafiquant, il va au magasin du coin et voilà. Et il le remet au commerçant. C'est ça. Alors ça, c'est une technique. C'est la technique la plus utilisée par les trafiquants, j'allais dire, du bas du spectre. Il y a aussi beaucoup de transformation de l'argent qui se fait par un système de transfert d'argent informel qu'on appelle le hawala. C'est un système c'est comme une chambre de compensation, si vous voulez, qui vous permet de transférer du cash d'un pays A à un pays B uniquement par un virement à la parole entre des gens qui se font confiance, et ça va faire bouger l'argent en quelques secondes de France vers Casablanca, vers Shenzhen, vers Caracas. Il n'y a pas de trace. Aucune trace. Voilà. Et ça, alors c'est un système de transfert d'argent qui est évidemment illicite, mais qui est utilisé de façon traditionnelle depuis des dizaines et des dizaines d'années, voire des siècles pour certains, par des gens qui tout simplement veulent rapatrier de l'argent dans leur pays d'origine. Et puis il y a un secteur aussi, les crypto-monnaies. Alors voilà, ça aujourd'hui, c'est tous les narcos sur lesquels je travaille ne parlent que de ça. Ils disent wallet, c'est-à-dire le portefeuille de crypto. Aujourd'hui, et je crains que si on ne prête pas attention, tout le travail qui est fait aujourd'hui sur le blanchiment ne serve à rien dans quelques années. Parce que de plus en plus, les paiements qui sont reçus par les narco-organisations sud-américaines sont reçus en crypto-monnaie. C'est-à-dire que leurs gros clients, les grossistes qui achètent ces drogues ici, les payent en crypto-monnaie. La question, c'est comment est-ce que ces gens arrivent à acheter des cryptos avec du cash, parce que ces gens ici, ils sont payés en cash, le shit et la cocaïne qu'ils vendent. Comment ils font la transformation? Voilà, et là, il y a des outils qu'ils utilisent et qui sont notamment, mais pas seulement, les cartes prépayées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aller dans un bureau de tabac et acheter des cartes prépayées, c'est tout à fait légal. Ce n'est pas des cartes de crédit, ce sont des cartes de paiement que vous chargez avec 200, 250 €. Alors, il y a un nombre limite de cartes que vous pouvez acheter, mais exactement comme pour le transport de drogue, les narcotrafiquants payent des mules, c'est-à-dire des gens qui vont acheter beaucoup de cartes comme ça, c'est des centaines de personnes. Et avec ces cartes prépayées, vous pouvez aller sur des plateformes sur Internet qui sont parfaitement légales pour acheter vos crypto-monnaies. Ah oui. Donc, c'est un système qui est utilisé et qui, du fait de l'opacité de la technologie des crypto-monnaies qui est fondée sur le blockchain, fait que, une fois que vous avez vos crypto-monnaies, vous n'êtes pas intraçable, mais en fait, vous êtes quand même très, 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 très discret. Donc ça, c'est une technique qui est utilisée. Et puis, dernier point sur le blanchiment, qu'il ne faut pas négliger, c'est bien connu aussi, c'est l'utilisation massive de trous noirs de la finance mondiale que sont les paradis bancaires. On parle beaucoup de Dubaï. Aujourd'hui, les narcotrafiquants, ils continuent à utiliser Dubaï. Ils utilisent aussi beaucoup Hong Kong. Ils utilisent toujours beaucoup le Panama. Et ça, ce sont des outils financiers absolument centraux quand
quand on parle de blanchiment d'argent. Et ce n'est pas en construisant des prisons de haute sécurité qu'on luttera contre ça. Là, il y a de la diplomatie derrière. Il faut une action concertée d'État. En faisant référence aux prisons de haute sécurité, les gros poissons, en fait, ils ne sont pas en France. Alors certains, je pense, vivent en France, mais je pense que les policiers le savent mieux que moi, mais beaucoup des gros narcotrafiquants, effectivement, vivent bien loin du territoire national, notamment à Dubaï, mais pas seulement. On parlait de la consommation des Français de cocaïne, de cannabis, 8 communes sur 10, hein, c'est-à-dire que ça va jusque dans nos campagnes, c'est une ampleur dingue. Vous avez suivi donc au Mexique et en Colombie notamment des narcotrafiquants qui importent aux États-Unis du fentanyl, cette nouvelle drogue qui fait des ravages en Amérique du Nord, 20 à 40 fois plus puissante que l'héroïne, qui est la première cause de mortalité des 18-45 ans aux États-Unis. Et vous dites que le projet de ces narcotrafiquants, là encore, c'est l'Europe. C'est très clair. Ça, je l'ai filmé il y a 2 ans. J'étais la semaine dernière encore avec eux et ils vous le disent encore. Ils peuvent de moins en moins vendre aux États-Unis. C'est un produit, la marge du fentanyl, c'est 4000%. Ils ne vont pas arrêter du jour au lendemain. Leur priorité numéro 1, c'est le Brésil. Et juste après, c'est l'Europe. Et ils essaient de venir ici en utilisant une forme de consommation de drogue qui est très utilisée pour les drogues de synthèse, qui est le cocktail. Ils essaient de vendre du fentanyl, non pas, entre guillemets, brut, comme ils le font aux États-Unis, mais intégré à des cocktails, drogue plus médicaments, ecstasy, etc. Ecstasy, cocaïne, peut-être fentanyl un jour. Et là, attention, parce que si ça arrive, effectivement, c'est une drogue dont la létalité est terrifiante. Merci beaucoup, en tout cas Bertrand Monnet, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur à l'EDEC, spécialiste de l'économie du crime. Dans un instant, les informés, Salia Braclia et Renaud Dely.